Le président de la République a reçu ce jeudi au palais présidentiel le chef du Parlement camerounais, avec à ses côtés son homologue ivoirien. Alassane Ouattara et Kavaé Yegui et Djibril ont parlé de coopération entre Yamoussoukro et Yaoundé. Assurant l'intérim du Premier ministre, Ahmed Bakayoko a rencontré ce jeudi les syndicats de l'enseignement général, technique et assimilé de Côte d'Ivoire. Ces syndicats ont présenté au ministre d'État leurs revendications et lui ont fait part de leurs attentes avant la levée de leur mot d'ordre de grève. Quelle sécurisation pour la prochaine présidentielle ivoirienne? C'est pour préparer le dispositif à mettre en œuvre à 5 mois de l'échéance que les responsables de la CEI ont eu une séance de travail ce jeudi avec des chefs des forces de défense et de sécurité. Et puis à l'étranger et la Centrafrique, hier l'ONU a confirmé avoir mené au printemps dernier une enquête sur les accusations graves d'exploitation sexuelle et d'abus sur les enfants dans le pays. Ces actes auraient été commis par des soldats français qui, s'ils sont épinglés, n'échapperont pas à la justice, promet François Hollande. Voilà pour les titres, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, la prestation de serment de Seydou Eliman Diarra, président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. C'était hier lors d'une cérémonie présidée par René Afin Kwasi, président de la Cour suprême au palais présidentiel. Seydou Eliman Diarra a prêté serment devant la Cour, jurant de remplir fidèlement sa mission et de garder les secrets des délibérations cérémonielles tenues en présence du chef de l'État, Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, président du Conseil supérieur de la magistrature, a assisté à cette audience de la Cour suprême délocalisée à la salle des pas perdus du palais présidentiel. Audience consacrée à la prestation de serment du président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Seydou Eliman Diarra. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité, objectivité, dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. Par ce serment, Seydou Eliman Diarra s'engage à mener le combat contre la corruption dans la transparence, la responsabilité, la communication et la participation collective, l'indépendance de la justice. Pour le procureur général après la Cour suprême, Mme Haddad Suzanne, épouse Nguessan Zékré, l'intérêt et l'utilité de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ne se discutent plus. Elle tente à assurer l'état de droit au travers de la séparation des pouvoirs, un système judiciaire indépendant, une justice équitable pour tous, le respect des droits de l'homme, la transparence au travers de la lutte contre la corruption, contre les atteintes à la probité, contre les abus de biens sociaux, les détournements de deniers publics, les trafics d'influence, les conflits d'intérêts. Elle tente également à assurer la garantie d'un environnement stable pour le monde des affaires. Le président de la Cour suprême, Afin Kwasi, a pour sa part exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'intérêt qu'il porte à la bonne gouvernance. Nous sommes guère surpris que le grand bâtisseur que vous êtes se soucie de l'utilisation rationnelle des ressources de l'État. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est en effet un instrument de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Sa création vient conforter votre combat pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, à laquelle tous les citoyens aspirent désormais. Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, le choix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur votre illustre personnalité témoigne éloquemment de la richesse et de la diversité de vos qualités humaines et professionnelles. Il ne fait aucun doute que vous remplirez la présente mission avec autant de satisfaction. Nommé le 24 mars 2015, Seydou Eliman Diarra a officiellement pris fonction le 2 avril. Notons que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est chargée d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Elle supervise et coordonne par ailleurs toutes les politiques de prévention et de lutte contre la corruption. Le président de la République a échangé hier, toujours au Palais, avec une mission de prospection britannique conduite par l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire.
et celui de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne, une mission commerciale qui s'inscrit dans le cadre du suivi des intentions d'investissement de la Grande-Bretagne d'un montant de 80 milliards de francs CFA exprimé lors du forum ICI 2014. Jérôme Kofi-Aboulin. La Grande-Bretagne se veut l'un des partenaires sûrs de la Côte d'Ivoire. C'est pour réaffirmer cette volonté qu'une mission de prospection britannique a rencontré ce mercredi le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit pour cette délégation de concrétiser les intentions d'investissement de la Grande-Bretagne à hauteur de 80 milliards de francs CFA, tels qu'exprimés lors du forum ICI 2014. Des investissements en divers domaines, notamment l'environnement, l'énergie ainsi que les produits pharmaceutiques. C'est un symbole d'un vrai partenariat entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire. Un partenariat qui a été un accord fait en 2013. C'est vraiment un partenariat qui est durable et qui a des bénéfices concrets pour nos deux pays. Le président de la République a accueilli avec joie cette volonté des hommes d'affaires britanniques de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Il les a surtout rassurés quant à la détermination du gouvernement ivoirien à maintenir le cadre macroéconomique et améliorer l'environnement des affaires. La Côte d'Ivoire est heureuse de vous accueillir et souhaite que vous puissiez non seulement investir, mais accroître vos investissements. Nous voulons que la Côte d'Ivoire continue d'être un pays ouvert à l'économie libérale. Au cours des 3 dernières années, la moyenne annuelle de croissance a été de 9%. Donc en Côte d'Ivoire, ce qui est tout de même très important, avec un taux d'inflation donc inférieur à 2%. Nous sommes déterminés à travailler sur 2 choses, à maintenir vraiment le cadre macroéconomique, faire en sorte que nous puissions bien contrôler les 2 déficits, le déficit du compte courant et le déficit budgétaire. Et ceci se passe très très bien. Nous voulons également, tout en étant sur les marchés intérieurs et internationaux, bien maîtriser notre endettement. Par conséquent, le taux d'endettement également, nous sommes très regardants pour que cela reste à un niveau compatible avec notre politique à moyen terme, c'est-à-dire autour de 43, 44, 45% maximum. Par ailleurs, dans le cadre de la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire, pour parler notamment du binôme café-cacao, le président de la République a encouragé ses hôtes à s'intéresser à la création d'usines ou d'unités de transformation. À cet effet, il s'est dit prêt à prendre des mesures exceptionnelles en matière de défiscalisation pour favoriser ce type d'investissement. D'autres images du palais présidentiel où le président de la République a reçu ce jeudi le chef du Parlement camerounais avec à ses côtés son homologue ivoirien. Alassane Ouattara et Cavaillé Yegui Djibril ont parlé de coopération entre Yamoussoukro et Yaoundé, aussi de sécurité en Afrique, notamment la lutte contre le terrorisme portée sur le continent par Boko Haram. La sécurité en Afrique justement, notamment la lutte contre le terrorisme portée par Boko Haram. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun milite pour une coalition interparlementaire en vue de freiner les terroristes. Il a exprimé hier à la tribune de l'hémicycle ivoirien. Léon Bro. Face aux députés pour expliquer le sens de sa visite, le chef du Parlement camerounais sans détour, elle s'inscrit dans le cadre de la consolidation du renforcement des relations entre son institution et celle de son homologue Guillaume Soro. Une démarche d'autant plus nécessaire pour Djibril Cavaillé que les défis nouveaux à relever appellent la promotion et la densification à tous les niveaux de la coopération sud-sud et en particulier la coopération interafricaine. Ces défis ont pour nom développement économique, mais bien plus sécurité, stabilité des États africains, lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier. À cet égard, le parlementaire camerounais salue l'engagement des chefs d'État ivoiriens et camerounais aux côtés des organisations internationales dans la lutte contre Boko Haram. Il appelle également à une coalition interparlementaire pour leur emboîter le pas. Vaincre Boko Haram n'est pas seulement une nécessité, c'est un devoir sacré pour la sauvegarde de nos valeurs d'humanité. C'est un combat qui nous interpelle tous. Nous, parlementaires, avons un rôle à jouer en plaidant tout au moins pour une mobilisation effective de la communauté internationale dans toutes les instances interparlementaires.
Cette visite du chef du Parlement camerounais en Côte d'Ivoire fait suite à celle effectuée par son homologue ivoirien en juin dernier au Cameroun pour réveiller l'amitié interparlementaire entre leurs deux institutions. Djibril Cavaillé, qui totalise 45 ans de législature, dont 22 au perchoir, a donc rendu hommage à Guillaume Soro pour ses initiatives en faveur de l'unité africaine. Le chef du Parlement camerounais à la tête d'une forte délégation était donc l'invité d'honneur hier, dernier mercredi du mois d'avril, de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, cérémonie dirigée par Guillaume Soro, qui a eu lieu en présence de la majorité des députés ivoiriens. Les temps forts avec Léon Bro. Sur les 251 siégeants, 227 députés ont signé ce mercredi leur retour à l'hémicycle, épaulés par des collègues camerounais, conduits par le chef du Parlement de ce pays, Djibril Yégué Cavaillé. À leur côté, des chefs coutumiers d'ici et du Cameroun, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement dont le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des présidents d'institutions. Pour procéder à l'ouverture de cette session ordinaire, la première de cette année 2015, le président de l'Assemblée nationale fait remarquer qu'elle se tient à 5 mois de l'élection présidentielle. Guillaume Soro d'exhorter chaque député à mettre du sien dans la tenue d'élections apaisées, invite le peuple et la classe politique à faire prévaloir la démocratie avant, pendant et après les élections. Que le peuple tranche en toute transparence et qu'en toute humilité, nous acceptions le verdict populaire, comme on réussit à le faire avec exemplarité nos frères du Nigeria. J'invite tous les candidats déclarés et les éventuels candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2015 à des élections dans notre pays, à savoir tirer profit de cette leçon démocratique. Objectif, consolider la paix ramenée au pays au prix d'efforts conjugués des Ivoiriens et des peuples frères. Pour y parvenir, le chef du Parlement propose de mettre l'intérêt de la nation par-dessus tout sentiment. À la clé, les progrès réalisés ces 4 dernières années au plan économique, social et politique, avec notamment le renouement de la Côte d'Ivoire d'avec les grandes infrastructures et le vivre ensemble. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, a rencontré ce jeudi des syndicats regroupés au sein d'organisations de l'enseignement général, technique et assimilé de Côte d'Ivoire. Les syndicats étaient venus présenter à Ahmed Bakayoko leurs revendications et lui faire part de leurs attentes avant la levée de leur mot d'ordre de grève. Maïsako. La grève des enseignants du secteur de l'éducation court depuis quelques jours. Au nombre de leurs revendications figurent notamment l'apurement des arriérés, le déblocage des avancements et le reversement des ponctions opérées sur les salaires en 2013 pour fête de grève. Ces requêtes étaient au centre d'un entretien avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a pris des dispositions et des mesures afin que les dérives qu'on a constatées ces derniers temps dans les différentes villes où on a vu des enseignants pourchassés, le ministre d'État a pris donc l'engagement de faire arrêter donc ces pratiques. Je voulais profiter de cette occasion pour lancer un appel au président de la République qui demain va prononcer sûrement un discours à l'endroit des travailleurs en général, mais surtout aussi à l'endroit des enseignants de Côte d'Ivoire. Souhaiter que M. le Président de la République puisse trouver des solutions aux préoccupations des enseignants de Côte d'Ivoire afin que la paix puisse revenir à l'école. Le porte-parole du mouvement des syndicats de l'enseignement général, technique et assimilé de Côte d'Ivoire a fait une précision. Les violences qu'on a constatées ces derniers temps ne sont pas du fait des enseignants de Côte d'Ivoire, mais plutôt d'individus qui ont décidé de leur propre chef de pourchasser les enseignants, de les martyriser, parce que d'après eux, ils ne seraient pas pour une école ivoirienne, une bonne école ivoirienne. Et rassurer les enseignants qui ont commencé à quitter leur domicile à l'intérieur du pays et à commencer à faire partie de leur famille de ces villes de l'intérieur. Je vais leur demander de retourner dans leur domicile parce qu'on a eu l'assurance de M. le ministre d'État
qui seraient donc protégés. Le ministre Ahmed Bakayoko a assuré à ses interlocuteurs que les enseignants grévistes ne seront pas poursuivis. Les différents syndicats doivent bientôt se réunir en assemblée générale en vue de lever leur mot d'ordre de grève. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique. Conformément à l'article 24.2 de la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, le vendredi 1er mai 2015, donc demain, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Quelle sécurisation pour la prochaine présidentielle ivoirienne? C'est pour préparer le dispositif à mettre en œuvre à 5 mois de l'échéance que les responsables de la Commission électorale indépendante CEI ont eu une séance de travail ce jeudi avec des chefs de forces de défense et de sécurité, rencontre pour jeter les bases d'une bonne collaboration entre les différentes parties en vue notamment de sécuriser la campagne électorale et le vote. Michel Digré. Comment faire en sorte que la présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire se déroule sans trouble? C'est pour répondre à cette interrogation que les membres de la CEI, les forces de sécurité ivoiriennes et celles de l'ONUCI se concertent. Et pour cause, les attentes de Youssouf Bakayoko sont grandes. Je voudrais attirer votre attention sur l'importance capitale pour notre institution de devoir assurer la sécurité du processus dans ses divers compartiments, à savoir la sécurité de ses locaux, celle de ses convois logistiques, des listes électorales provisoires, puis définitives, et de leur lieu d'affichage, de la campagne électorale et enfin des lieux de vote. Pour le ministre chargé de la Défense, les forces de sécurité joueront leur partition pendant et après le scrutin, mais également au cours de la campagne électorale. Les candidats qui devront se présenter aux élections devraient faire en sorte qu'ils ne soient pas entourés d'hommes en armes, notamment des forces non régulières. Ces forces-là, si nous voyons, ce sont des milices, il faut qu'on le dise bien. Utiliser des hommes en armes non officielles, c'est utiliser des milices. Donc, nous interpellons les candidats éventuels, potentiels, à ne pas en faire usage. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est donc d'amener les supporters ou les sympathisants à respecter le code électoral et surtout à respecter les meetings, à éviter, n'est-ce pas, les conflits, les différentes palabres qu'on peut assister par-ci, par-là. Ensuite, il y a toute la période du scrutin qui, comme vous le savez, les urnes doivent être prédisposées, les bulletins doivent rejoindre les bureaux de vote. Ce sont des opérations très sensibles et nous avons vu dans certains pays où les convois sont attaqués. Donc, nous attirons l'attention aussi des candidats d'éviter de porter atteinte au convoi. Et je pense que cette partie est réservée à l'ONUCI, transport des urnes, du matériel électoral. Paul Kofi a par ailleurs annoncé la préparation d'un plan d'opération qui sera prêt dans 2 semaines. Le peuple ébrié à Tian se prépare activement en vue d'une rencontre prochaine avec le président de la République. Elle est prévue pour le 11 mai prochain. Les précisions avec Abou Sanogo. Le 11 mai, tous les Tchamains doivent se rendre à la présidence. Jeunes, vieux, enfants, femmes, tout le monde pour magnifier le président de la République. Présenter les raisons essentielles de la rencontre entre les Tchama et le président de la République Alassane Ouattara. Rendre compte à la presse de l'état d'avancement des préparatifs et lancer un appel. Telles sont les raisons pour lesquelles le président du collectif de chefs de village ébrié, le représentant des doyens d'âge, le président de la commission mobilisation et le représentant du président du comité d'organisation ont co-animé cette conférence de presse. Le gouverneur Mambé Robert, président du comité d'organisation, me demande de passer ce message pour dire que nous sommes fin prêts et tout se passera dans la discipline, dans l'effervescence du peuple hachan qui viendra présenter sa culture. À sa suite, un compte rendu a été fait en ce qui concerne l'aspect de la mobilisation. Nous avons pris 15 000 personnes parce que le palais ne peut pas prendre tout le peuple hachan. Donc il fallait adopter une stratégie qui consiste à faire en sorte que tous les villages soient représentés.
Et pour assurer une mobilisation davantage accrue, le chef des chefs a donné de la voix pour lancer un appel à toutes les filles et à tous les fils du peuple Tchama. Pour cette visite historique, les ébriers veulent surtout impliquer toutes les composantes de la communauté, notamment les jeunes, les femmes, les chefs religieux et les doyens d'âge. Celui qui s'est dit Tchama, Tchabio, doit pouvoir aller dire merci à Monsieur le Président de la République, parce qu'il fait beaucoup pour nous. Au-delà d'une visite républicaine, les ébriers ont plusieurs attentes qu'ils vont soumettre au chef de l'État. Le gouvernement ivoirien a obtenu de la Banque mondiale 25 milliards de francs CFA pour financer le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Plus de 27 000 jeunes sont en situation de travail sur l'ensemble du territoire dans des entreprises publiques et privées grâce à l'initiative. Les bénéficiaires de ce projet ont reçu la visite du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso. Le point avec Grace Kando. 132 jeunes ont été recrutés par la Société des transports abidjanais Sotra et 49 autres dans un établissement financier de la place. Une action rendue possible grâce au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Je suis arrivé ici en m'inscrivant sur le site du PGDEC après avoir postulé à l'offre d'analyse crédit. Je suis embauché en CDI après la fin du contrat de stage. Ici, je suis chargé du suivi des engagements à la direction des risques du crédit, plus précisément à la cellule surveillance des risques. Mon métier consiste à arriver la tôlerie des véhicules. Lorsqu'il y a des panneaux qui sont en panne, lorsqu'il y a des tôleries qui sont un peu bizarres, nous devons remettre ça en réformation. Pour féliciter et encourager les responsables de ces différentes structures et les bénéficiaires de ces emplois, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a effectué une visite sur ces différents sites en compagnie de ses collaborateurs. L'expérience du PGDEC est une excellente expérience. Elle est effective, elle est pragmatique et elle donne les résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a seulement un mois que la Banque mondiale a reconduit encore 25 milliards de francs CFA pour davantage accroître la capacité de ces jeunes-là à faire face au marché de l'emploi par la requalification, par la formulation, n'est-ce pas, de programmes adaptés. Nous avons beaucoup de points de satisfaction. Ils sont venus dans le programme PGDEC. Ils ont été retenus sur des critères après une évaluation. Nous pouvons dire que ce sont des jeunes qui sont capables de tenir des postes de travail aujourd'hui à la Sotra. À ce jour, 27 900 jeunes répartis dans 295 entreprises sur l'ensemble du territoire national ont bénéficié du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Sont concernés les jeunes âgés de 18 à 30 ans en situation de chômage ou de sous-emploi. C'est donc l'heure du dossier du jeudi, un sujet ce soir consacré à la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, en prélude à la journée mondiale de la liberté de la presse commémorée le 3 mai prochain. Cette année, le thème est « Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère du numérique ». C'est donc un moment de réflexion pour les médias professionnels sur les questions relatives à la liberté de la presse et à la déontologie, de soutien pour les médias qui font l'objet de restrictions ou dont la liberté d'expression est muselée, la réalité de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, un dossier de Fatou Fofana. Le 3 mai, une date dédiée à la presse partout dans le monde. Une date pour se souvenir des journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ce moment est surtout consacré à célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, à évaluer cette liberté et à défendre les médias des attaques contre leur indépendance. C'est en 1993 que la Journée mondiale de la liberté de la presse a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies. 22 ans après, comment les professionnels des médias perçoivent-ils cette notion de liberté de la presse? Cette année, c'est vrai, il y a eu quelques journalistes qui ont été brimés durant les reportages, mais je pense qu'au niveau des organisations professionnelles, de la presse, des démarches ont été menées. Il ne faut pas penser que ce sont seulement les hommes politiques qui menacent la liberté de la presse. Ah non, l'année dernière par exemple, on a eu un pasteur
qui a menacé de mort un journaliste et nous, UNJC, nous sommes intervenus. De 2014 à 2015, selon Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire a gagné 15 places au classement annuel de la liberté de la presse. De 101, elle est passée à la 86e place dans le monde. Mais les premiers concernés, les journalistes eux-mêmes, ressentent-ils cette avancée dans l'exercice de leur métier au quotidien ? En Côte d'Ivoire, je peux dire qu'il y a la liberté de la presse. Comme on dit, liberté n'est pas égale à libertinage. C'est aux journalistes eux-mêmes de savoir quoi dire. En tant que journaliste, je n'ai jamais subi de pression ou bien de menaces. Quand on jette un regard sur l'ensemble de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, notamment au niveau de la presse écrite, je dirais que cette liberté est presque totale au vu de la diversité des lignes éditoriales. Ces avis ne sont pas partagés par tous, principalement par les journaux dits proches de l'opposition. Souvent, on nous impose des mots que nous devons utiliser dans la presse, sous peine d'être suspendus. Si nous sommes orientés dans notre réflexion, dans la structure même de notre pensée, nous ne pouvons pas dire que nous avons la liberté de presse. Les journaux proches du pouvoir peuvent dire certaines choses que nous, les journaux de l'opposition, ne peuvent pas dire. Et ce n'est pas normal. Chacun a son point de vue sur la question. Idem pour le grand public, principal juge du travail des médias. Les journalistes sont libres. Ils parlent, ils écrivent tout ce qu'ils voient. Ils ne demandent pas l'avis de la personne en question. Chaque presse est partisane. Ça fait d'abord ce qu'on appelle communément les journaux bleus. Quand tu prends les journaux bleus, ça parle en faveur de leur parti. Tu prends aussi les journaux du parti au pouvoir, ça parle en fonction de leur parti. Liberté de la presse, les avis sont partagés. Pour cela, la journée du 3 mai est l'occasion de rappeler aux gouvernants la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. En Côte d'Ivoire, un pas est peut-être franchi avec le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. C'est un instrument qui vise le renforcement de la liberté de l'information en direction des journalistes, mais aussi en direction des populations. Cette commission est chargée par la loi d'y veiller. Le 3 mai, un moment de réflexion pour les médias professionnels sur les questions relatives à leur liberté d'expression. Occasion aussi de faire des projections pour une presse plus libre et responsable. L'émergence ne doit pas seulement être économique, l'émergence ne doit pas être seulement sociale, l'émergence aussi doit être professionnelle. C'est-à-dire aider les journalistes à émerger à travers la liberté qu'on lui donne d'avoir accès à l'information, de se former, mais également de former les autres à travers soit l'article qu'il écrit, l'émission qu'il réalise, soit à la télé, soit à la radio. Ce 3 mai 2015, un thème de réflexion. Laisser le journalisme prospérer, faire une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère du numérique. Et en attendant que le journalisme prospère, le constat est le même dans de nombreux pays à travers le monde. Des publications censurées, condamnées ou suspendues, des journalistes, des rédacteurs en chef et des éditeurs sont harcelés, attaqués, détenus ou même tués. On estime à près de 1200 le nombre de journalistes tués depuis 1992. En 2015, 16 ont déjà été assassinés à cause de leur activité de journaliste. Des chiffres qui montrent que la tragédie de ceux qui font le sacrifice ultime au nom du droit à la liberté d'expression se poursuit dans le monde. Voilà, c'était le dossier du délit proposé par le service société de la rédaction. En bref et en image à l'étranger, hier l'ONU a confirmé avoir mené au printemps dernier une enquête sur des accusations graves d'exploitation sexuelle et d'abus sur des enfants en Centrafrique. Ces actes auraient été commis par des soldats français peu avant le déploiement de la mission des Nations Unies pour la Centrafrique MINUSCA. Une enquête a été ouverte et si elle épingle des soldats français, ils n'échapperont pas à la justice, a promis ce matin le président français François Hollande. Une note de nécrologie pour terminer. Décédé il y a un peu plus de 6 mois, Jean Niambrouy ou encore Johnny Lafleur, dernier porte-étendard du Ziglibiti, un rythme musical ivoirien, rejoint sa dernière demeure. La levée de corps a eu lieu ce jeudi à Ivosep en présence de ses parents,
du ministre de la Culture et de l'ensemble de la famille artistique. Franck Quadion. Le son de la tumba qui rythmait tant la cadence échevelée et frénétique des pas d'un des derniers porte-voix du Zegdibiti est aujourd'hui bien inaudible. Jean Niamboué ou encore Johnny Lafleur, The Flower, a rangé le micro et exécuté depuis le 25 octobre 2014 sa dernière chorégraphie. L'homme, âgé de 65 ans, a succombé des suites de mal pernicieux et aujourd'hui, certains de ceux qui l'ont accompagné à divers moments de sa vie étaient là. Nyongli, tout ce que je pouvais faire, c'est brandir mon bras gauche, celui qui est encore valide, pour te dire au revoir, à bientôt, c'est le Père éternel. Georges Taï Benson, Noël Doré, Antoinette Conan, Sia Honoré, Mohamed Salamé, artistes, hommes politiques, hommes d'affaires, ses frères, ses sœurs, ses amis. Johnny Lafleur a drainé du monde. Le ministère de tutelle, ministère de la Culture, lui a donc rendu hommage à titre posthume, dans l'ordre du mérite ivoirien. Chaleureux, homme flamboyant, a apporté à la culture et à la musique de Côte d'Ivoire tout son rayonnement. Mérite d'un homme remis à sa fille unique, une transmission pour que le talent ne s'effrite pas. Puis l'amorce du départ vers Cagnoa, sa ville natale, pour l'inhumation ce samedi. C'est la fin de ce journal. Excellente fête du travail à toutes et à tous. Bonsoir.